Je voulais commencer aujourd'hui avec un petit regard sur qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une regard sociologique. Tout simplement, pour mettre un peu de contexte, la sociologie est une discipline qui est très riche avec de nombreux courants. euh, et parmi les plus connus, on parle de la fonctionnalisme. Alors, qui est une approche axée sur l'analyse scientifique des systèmes sociaux, les approches interprétatives, alors axées sur la manière dont les acteurs donnent un sens à leurs expériences. La sociologie critique, alors ça c'est la sociologie de Karl Marx, qui est axée sur un engagement critique à l'égard de la manière dont le pouvoir est maintenu dans la société. Alors les structures de pouvoir la domination, tous ces éléments-là. Moi, mes recherches, comme Rana, elle vient de mentionner, moi, mes recherches adoptent une approche plutôt critique et interprétative. Alors, je m'intéresse à comment les acteurs et les personnes vivent les expériences au milieu scolaire, comment les questions de pouvoir et les enjeux de pouvoir créent des contextes de contraintes d'action, toutes ces choses comme ça. Et dans cette présentation aujourd'hui, je voulais aborder la question de l'efficacité en éducation dans un point de vue qui mettra en contexte comment les acteurs expérimentent, comment les acteurs vivent la culture de l'efficacité et la culture performative en éducation. Euh, pour ce faire, à mon plan aujourd'hui, juste pour ça, c'est le diapositive, alors que on parle de la fonctionnalisme, les approches interprétatives et la sociologie critique. Um, pour aujourd'hui, le plan, um, c'est que je voulais mettre notre conversation sur l'efficacité dans un contexte plus général. On en avait vu et moi, j'ai manqué le début de notre journée et j'imagine qu'on en avait déjà parlé pas mal de ces courants-là, le néolibéralisme, la nouvelle gestion publique. Um, mais moi, dans un point de vue sociologique, ce que je voulais faire dans cette présentation, c'est prendre un peu de recul pour mieux comprendre comment le discours de l'efficacité se situe dans ce qu'on appelle dans la littérature la grande transformation de la société néolibérale. Après avoir fait cette petite introduction, je voulais regarder le côté de le coût humain de l'efficacité en éducation particulièrement. Et je terminerai aujourd'hui avec une réflexion sur comment les enjeux de l'efficacité nous amènent à des problèmes avec l'équité en éducation aussi. Euh, ça, c'est vraiment la structure qu'on va voir aujourd'hui. J'ai peut-être trop de matériel pour le temps, alors je vais essayer de aller un petit peu plus vite de temps en temps, on verra. Alors là, on était ici. Parfait. Alors, quand on parle de l'efficacité en éducation, je pense que derrière la question de l'efficacité, on a vraiment la question, alors, quelle est la meilleure façon d'améliorer notre système éducatif? Euh, Et à cette question-là, le discours de l'efficacité nous amène à la réponse. Euh, elle propose que la meilleure façon de procéder est de se concentrer sur l'efficacité économique du système, alors en obtenant plus de notre système éducatif pour moins d'investissement. Cette façon de penser, cette façon de concevoir, ça nous amène à une perspective qui est plutôt économique sur le système scolaire. Euh, et je pense que bien que cette façon d'aborder l'éducation, aborder l'amélioration en éducation semble évident et même nécessaire dans notre contexte social, dans le contexte de notre société, elle implique plusieurs transformations assez fondamentales, pas juste dans notre système scolaire, mais aussi dans notre société et la façon qu'on gère le système d'éducation, la façon qu'on vit l'éducation quotidiennement. Et moi, mon argument dans cette présentation va être que ces changements-là causent des endommagements, des blessures, des problèmes au côté qualitatif du côté de l'expérience en éducation, et tout ça au nom de l'amélioration de notre système scolaire. Je pense que c'est un peu l'idée que je veux proposer. Et ces changements-là, en même temps, ont principalement un impact sur les acteurs scolaires, alors les enseignants, les directions, les personnes en milieu scolaire et les élèves et les étudiants à l'école qui doivent vivre dans un contexte d'efficacité et performance accrue et en grandissant.
Alors, euh, alors le discours de l'efficacité, ici, on parle euh, je nomme ça le discours de l'efficacité. C'est la notion que l'efficacité est quelque chose d'inévitable et nécessaire. Parce on a besoin que notre système scolaire soit compétitif et nous aide à à avoir une économie compétitive. Alors, comme on va voir, et je vais revoir ça un petit peu plus tard aussi, le discours de l'efficacité découle d'une perspective managériale de l'éducation. Alors, on donne la priorité à une logique économique plutôt qu'à l'expérience ou aux acteurs. Et on va revenir à ça aussi. Ça représente un certain changement. Alors, quand on parle de l'éducation pour la démocratie, l'éducation démocratique entame toujours des questions de l'expérience scolaire, comment on participe à des dialogues, des débats, toutes ces choses-là. Mais l'efficacité comme concept nous amène à penser beaucoup plus à les résultats scolaires et alors ça nous amène à une transformation assez prononcée de ce que c'est l'éducation. Um, Comme ça, ce discours de l'efficacité représente une rupture à ce point-là du modèle démocratique et en même temps, ici au Québec, une rupture avec les valeurs qui ont été inscrites dans le système éducatif québécois pendant la Révolution tranquille. Et ça aussi, ça pose des problèmes, ça pose des défis et ça donne que notre système a souvent peut-être deux discours en contradiction, un discours de démocratisation et un discours d'efficacité, performance, rentabilité. Et souvent, ces deux discours-là habitent ensemble d'une certaine manière complexe et nous amènent à, à vivre des différentes complications ou des contraintes dans le milieu scolaire. Alors, en parlant de la grande transformation, Euh, pour bien comprendre les dangers d'un tel discours sur l'efficacité en éducation, il est nécessaire d'élargir notre portée et de situer la logique de l'efficacité dans un contexte plus large du néolibéralisme. Alors, le néolibéralisme, c'est un mouvement mondial. C'est toutes les cultures occidentales qui sont en train de vivre, et non pas juste occidentales, cette transformation-là. Euh, et le modèle néolibéral représente une transformation radicale et fondamentale de toutes ces sociétés-là. Euh, alors, la vision néolibérale de l'éducation est de nature qui est plutôt strictement économique. Alors, la fonction première du système éducatif est de soutenir l'économie et de le faire pour le moins d'investissement possible dans le système. Alors, avec le modèle néolibéral, on redéfinit ce que c'est l'éducation pour être plus compétitif dans une économie globale, mondialisée et toutes ces choses-là. Euh, et on va voir un peu plus tard quelques conséquences de cette réalité. Euh, L'autre idée qui est importante, je pense que c'est avec ce qu'on appelle dans la littérature sociologique, avec la culte de l'efficacité dans le système scolaire, euh, on a ici un certain trompe-l'œil ou il y a une certaine déception qui, qui se fait à travers ces valeurs-là. Alors, selon Garcia, par exemple, bien que les experts en efficacité promettent une meilleure qualité pour moins d'investissement, dans une perspective sociologique, il existe une déception au cœur de cette promesse. Alors, pour garantir une meilleure efficacité, le système scolaire doit être plus standardisé et simplifié, et aussi en même temps simplifié et rationalisé sur le plan structurel. Alors, avec cette promesse-là d'une efficacité et une amélioration de notre système scolaire, euh, euh, on a souvent en même temps une tendance, et c'est cette tendance-là qu'on nomme rarement, on donne rarement assez de place à cette réalité-là, que en améliorant le système à travers l'efficacité, ce qu'on est aussi en train de faire, c'est souvent de dévaloriser le côté expérientiel, de dévaloriser l'espace quotidien, de dévaloriser toute l'ambiguïté
qui se passe dans le système scolaire quotidiennement, dans notre système. Et ce que je vais vous proposer plus tard dans cette présentation, c'est que euh, tout le débat aujourd'hui actuel sur l'équité et les inégalités scolaires en milieu scolaire et l'inclusion et toutes ces... Alors, on a c'est un grand discours, un grand projet. On veut que notre système scolaire soit plus inclusif. Mais il y a une tension directe entre l'inclusion et l'efficacité dans le système scolaire parce que l'inclusion, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie et qui est pas nécessairement très facile à gérer parce que il faut adapter notre système, il faut adapter notre pédagogie, il faut adapter nos... Et ça rentre en tension avec l'efficacité scolaire souvent. Alors, je voulais, avant ça, mettre un peu de contexte sur le néolibéralisme. Je ne sais pas si on avait vu trop cette idée-là jusqu'à présent dans notre journée, mais alors, je vais quand même donner un aperçu de qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour ce débat-là. Alors, pour bien comprendre ce qui est en jeu dans les débats actuels sur l'efficacité en éducation, nous devons d'abord comprendre les principales perspectives théoriques et politiques qui donnent lieu au discours de l'efficacité. Alors, dans ce cas-là, c'est le néolibéralisme et comme on avait déjà vu dans la présentation précédente, la nouvelle gestion publique. Euh, Avec ces deux cadres théoriques, cadres euh, gouvernementales, ça nous permet alors de mieux comprendre comment le concept de l'efficacité est en train de opérer, est en train euh, euh, faire effectuer des changements dans le système scolaire présentement. Alors, juste pour donner un contexte, alors, quand on parle de néolibéralisme, c'est vraiment une nouvelle forme de libéralisme. Alors, la notion de libéralisme, c'est vraiment la notion que c'est l'économie classique qui défendait la concurrence du marché libre comme le fondement de la démocratie. Mais le néolibéralisme nous amène à étendre ces valeurs de compétition à toutes les institutions et à toute l'action sociale. Alors, à tous les individus, à tous nos systèmes, alors, la compétition devient, dans cette perspective-là, le mécanisme d'amélioration de notre société. Alors, c'est une certaine marchandisation au centre du néolibéralisme. Les valeurs centrales de cette culture néolibérale, c'est l'individualisme. Alors, les individus et leurs choix prennent priorité sur tout la concurrence basée sur le marché. Alors, la concurrence entre ces individus et entre les établissements scolaires devient le mécanisme pour améliorer, pour bénéficier la société. Et finalement, le néolibéralisme nous invite à privatiser tout. Alors, on vise la privatisation de tous les systèmes sociaux pour permettre au marché de faire leur travail. Alors, dans ce contexte-là, cette privatisation est dans le but de rendre le système plus efficace. Alors, il y a ici un certain préjugé contre les systèmes publics parce qu'on nomme les systèmes publics comme des systèmes inefficaces. Et alors, on veut un système de plus en plus privé. Et avec cette approche-là, et je pense que ça, c'est une autre chose qui est très importante, on voit ici une redéfinition de tous les citoyens dans une société comme des consommateurs ou des clients. Alors, c'est plus on prend plus une perspective sur les acteurs alors, on a des droits et des responsabilités nécessairement. Tout est en question avec notre capacité d'achat, notre capacité de consommation. Et le système scolaire se transforme à travers cette modèle-là. Alors, pour prendre, d'aller d'une perspective néolibérale à une perspective nouvelle gestion publique. Alors, la nouvelle gestion publique, en effet, on pourrait simplement dire que c'est le modèle managérial du néolibéralisme. Alors, le modèle néolibéral s'effectue à travers la nouvelle gestion publique. Et euh, cet modèle de gestion vise à transformer le secteur public en adaptant les outils et les techniques de l'industrie privée, tout simplement. Euh, et je pense que ce qui est important, on pourrait en parler de plusieurs différentes parties de cette notion-là, mais oh, pour cette présentation, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que, euh, au fond, la nouvelle gestion publique, c'est une perspective qui a une certaine méfiance envers
les fonctionnaires, le personnel scolaire. C'est une façon c'est une mode de gestion qui est axée non pas sur la croyance ou non pas sur, alors on croit dans les capacités, on croit que les acteurs vont faire leur travail. Dans cette perspective-là, la gestion nous amène à dire non, il faut surveiller et il faut contrôler de l'extérieur les actions, le travail des fonctionnaires pour assurer que l'efficacité est réalisée. Alors, dans cette perspective-là, c'est une mode de gestion où il y a une certaine, euh, il y a une certaine méfiance, il y a une certaine, on ne croit pas dans l'action, on ne croit pas dans les acteurs. Alors, on peut ici aussi voir à un certain niveau comment la déprofessionnalisation euh, est avancée, devient un peu plus problématique dans le contexte d'une nouvelle gestion publique parce que on veut enlever l'autonomie un petit peu plus pour garantir l'efficacité dans le système. Alors, ça, c'est une chose. Alors, l'autre aspect, je pense, qui est très, très, très important dans cette grande transformation sociale, c'est que dans un système néolibéral, le rôle de l'État subit une transformation assez fondamentale. Alors, comme on avait vu dans la présentation précédente, on parle un peu de l'État-providence. Alors, l'État-providence, c'est le rôle de l'État dans l'État-providence, c'est de garantir le bien-être social de toutes les citoyennes. Alors, le filet de sécurité sociale, toutes ces choses-là sont conçues pour assurer que chaque membre de la société soit pris en main, protégé, hein. Alors, il y a un certain principe ici alors, on soutient, il y a une certaine on- une certaine approche basée sur l'égalité dans cette perspective de l'État-providence. Mais avec la transformation néolibérale, euh, l'État devient non pas le garant du bien-être social, mais le rôle de l'État dans une société néolibérale est de prioriser les marchés et la concurrence afin d'atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité et performance. Alors, dans ce contexte-là, l'État se retire du fonction publique, on réduit le fonction publique pour préserver, pour garantir la compétition sociale dans la société. Alors, et avec ça, on voit une transformation assez prononcée des valeurs centrales dans la société vers l'efficacité et la performance. Et comme on voit ici, le retrait de l'État de la sphère publique facilite la création du marché de l'éducation et en conséquence, la réussite scolaire est de plus en plus définie par le pouvoir économique et elle s'intègre dans le modèle de l'école qualifiante. Alors, avec cette transformation de l'État, il y a des transformations à tous les niveaux du système scolaire aussi. Comment on définit les résultats scolaires, comment on définit c'est quoi une éducation réussie. Et dans ce cas-là, ça devient de plus en plus une école qualifiante, alors une école qui qualifie les personnes pour une économie et non pas nécessairement pour la participation démocratique. Euh, on termine cette section-là, bientôt on termine, mais on voit ici une transformation le système vers les systèmes privés. On est en train de donner plus d'espace à la privatisation de toutes nos institutions sociales. Alors, l'État de providence vise la justice et l'égalité et il est conçu pour préserver le bien-être des personnes dans la marge de la société. Mais le problème, bien sûr, c'est que ce système électrique coûteuse à maintenir. C'est quelque chose de très cher. Alors, le néolibéralisme propose que l'efficacité soit mieux réalisée par la privatisation, alors en retirant le fardeau financier du gouvernement. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre avec cette perspective-là, c'est que dans le cadre néolibéral, la concurrence basée sur le marché remplace le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Alors, le gouvernement fait moins dans un tel système. Et c'est pour ça qu'avec le néolibéralisme, on parle d'une crise de la démocratie et on parle en même temps dans la littérature d'une rénonciation aux valeurs centrales qui animaient la Révolution tranquille ici au Québec. Et c'est une transformation assez importante. Et je pense que ce qui est difficile avec cette transformation-là, c'est que elle se passe de manière assez subitement. Souvent, on ne voit pas nécessairement ces changements parce que c'est des changements assez énormes et assez complexes. Et c'est difficile de voir comment ça se fait. Mais quand on prend une perspective plus générale,
Et on voit ça pas juste au Québec, mais le reste du Canada et aux États-Unis et à travers le monde. Ça devient on voit quand même qu'il y a une façon assez commune. Alors, il y a une transformation qui est en train de se faire à travers le monde. Alors, cette transformation néolibérale nous amène dans le domaine de l'éducation à favoriser une culture de performance qui exige des enseignants et des élèves d'être plus performants dans leur parcours éducatif. Alors, pour atteindre l'efficacité, toute une série d'interventions sont effectuées dans le système. Alors, la réduction des budgets et des investissements, les pressions accrues sont exercées sur les enseignants, sur le personnel scolaire pour être plus performants. Il y a des conséquences et des punitions pour si on n'est pas efficace ou si on ne performe moins bien dans le système. Et dans notre système au Québec, la culture de performance est promue principalement par la gestion axée sur les résultats. Et on en avait vu dans la présentation précédente et on a sûrement parlé de cette politique dans d'autres contextes aussi. Alors, euh, je pense que il faut comprendre que cette transformation-là nous amène à vraiment une transformation assez profonde des valeurs systémiques, des valeurs sociales dans notre société. Euh, des- euh, euh, cette transformation-là, comme j'avais dit, nous échappe souvent assez facilement. Alors, c'est une revirement assez marqué des valeurs qui étaient au cœur de la Révolution tranquille. Et c'est le remplacement de nos valeurs sociales démocrates qui donnait vraiment tout le contexte dans notre système de la santé, notre système scolaire, tous ces systèmes qui sont sortis de cette période social-démocrate subissent une transformation pour être plus performants, efficaces, plus concurrentiels et plus rentables. Et ces changements-là ont un impact assez prononcé sur l'expérience, sur le terrain, on peut dire. Une autre chose, et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est devenu tellement commun dans notre système éducatif que on a peut-être une tendance à pas réaliser que c'est en lien avec cette transformation néolibérale, mais on assiste également à une redéfinition de l'acteur scolaire, alors l'élève, qui passe du statut de citoyen à du statut de consommateur. Alors, l'élève, c'est un client et les écoles sont en train de servir des clients dans ce contexte. Alors, cette façon de parler de l'élève dans le milieu scolaire a des conséquences assez prononcées qu'on n'a peut-être pas tendance à réaliser. Alors, parce que la réforme néolibérale des marchés scolaires, leur promet, c'est une meilleure valeur pour les consommateurs et non pas nécessairement les citoyennes. Alors, les personnes qui vivent en marge de notre système social dans ce modèle-là, vont perdre le filet de sécurité qui a été conçu spécifiquement pour eux, en partant du principe que pour améliorer la société, il faut protéger les personnes les plus vulnérables. Quand on parle de les systèmes scolaires comme un système qui sert des clients ou des consommateurs, ça veut dire qu'on est en train de servir les gens qui ont un pouvoir d'achat dans le système scolaire. Ceux et celles qui ont un meilleur pouvoir d'achat vont recevoir un meilleur service dans le système scolaire et cette façon de penser, c'est un grand revirement de le système scolaire qui a été mis en place après la Révolution tranquille. Um, ça nous amène à réfléchir, et on va toucher à ce point-là, à qu'est-ce que ça implique pour la justice et l'équité en milieu scolaire quand on fait une transformation comme ça. Um, alors, pour terminer cette section, Um, ceci est donc le contexte plus large, plus général du discours de l'efficacité en éducation. Alors, la culte de l'efficacité qui envahit le monde et qui promet une meilleure qualité à un coût réduit implique une redéfinition radicale de toutes les parties de notre système social. Alors, la gestion de l'éducation par l'efficacité et les résultats um, a un impact de manière disproportionnée sur les enseignants, les élèves et les acteurs scolaires. Et finalement, on termine avec la notion, et que de nombreux sociologues affirment que l'idéal de l'efficacité et performance en éducation
nuit réellement à l'inclusion et à l'équité. Alors, dans les deux sections suivantes, et je terminerai avec ces sections-là, euh, je veux explorer un petit peu plus particulièrement ce que j'appelle le coût humain de la de l'efficacité en éducation. Et je terminerai avec une réflexion sur la justice et l'équité en éducation dans ce contexte d'efficacité. Le coût humain de l'efficacité. Euh, je pense qu'il est important, quand on parle de la crise en éducation, la crise en enseignement aujourd'hui, euh, euh, de comprendre cette crise dans un contexte institutionnel, dans un contexte où les transformations sociales contribuent à cette crise. On parle avant la COVID, les taux d'attrition internationaux dans la profession enseignant étaient de 40 à 50 qui est quand même assez sévère au niveau mondial. Au Canada, on estime qu'environ 30 des enseignants quittent la profession au cours des 5 premières années. Alors, souvent, on voit ces choses-là dans une perspective individualisée. Alors, on parle d'épuisement professionnel ou comment on peut améliorer la résilience des enseignants dans ce contexte-là. Moi, mon argument, c'est de proposer que pour bien comprendre cette crise-là, il faut comprendre comment la culture performative et la culture de l'efficacité va créer un milieu de travail qui est très difficile, qui est très avec beaucoup de pression et pas beaucoup de soutien. Alors, pour regarder comment l'idéologie de l'efficacité modifie l'enseignement dans le système actuel. Au cours de cette période néolibérale, alors on parle ici de 40 à 50 ans, depuis 40 à 50 ans, on voit dans cette période-là une expansion significative du charge de travail et des niveaux beaucoup plus élevés de responsabilisation des enseignants dans le système. Alors, les responsabilités sont plus. Euh, euh, Durant cette même période, euh, on voit aussi une certaine érosion de l'autonomie des enseignants dans le système actuel. Et je pense que pour bien comprendre la crise en éducation, il est essentiel de comprendre comment l'idéologie de l'efficacité va contribuer à cette dégradation de l'expérience éducative pour les enseignants et différents acteurs au milieu scolaire. Um, et je pense que la façon que moi je vois ça, c'est que souvent les enseignants sont coincés entre la demande de qualité et la demande de l'efficacité. Dans ce contexte, les enseignants ont pour mission de produire des résultats pédagogiques de haute qualité en même temps tout en étant efficaces. Alors, en pratique, ce que signifie souvent, c'est que les enseignants vont porter le fardeau principal de cette culte de l'efficacité. Alors, si on veut que le système soit plus efficace, la façon qu'on va éteindre cette efficacité-là, euh, c'est d'augmenter les pressions exercées sur les enseignants et les acteurs scolaires pour qu'ils soient plus performants et que leur travail soit plus rentable dans le système. Et je pense que souvent, quand on parle de l'efficacité dans une perspective politique ou systémique, euh, on ne parle pas de cette réalité-là que pour être plus efficace, ça veut dire que les personnes qui font le travail dans le système scolaire, les enseignants entre autres, vont être les personnes qui vont vivre toutes les pressions en lien avec cette désir et cette promesse. Euh, je pense que cette tension entre la qualité et la performance peut souvent être une source de grand stress pour les acteurs scolaires qui vivent dans une surcharge de travail et qui sont souvent mal soutenus ou mal rémunérés en même temps. Euh, et je pense que ceci est particulièrement important étant donné le besoin croissant adaptations scolaires requis aujourd'hui pour tous les différents étudiants avec les différents besoins scolaires. Alors, ça veut dire que souvent, on a plus de travail à faire dans un contexte d'individualisation, mais en même temps, le système veut réduire, veut réduire, veut réduire, réduire. Alors, ici aussi, il y a une certaine tension. En fin de compte, avec l'exigence croissante d'efficacité et de performance, les enseignants sont soumis à une myriade de contrôles externes qui sapent souvent à leur autonomie professionnelle et leur statut social.
Et je pense que cette citation, je le trouvais assez évocative. Alors, trop souvent, les enseignants sont confrontés à un choix problématique, soit continuer à enseigner dans des contextes qui limitent leur capacité d'action, soit exprimer leur capacité d'action en quittant la profession. Et comme on le sait, beaucoup d'enseignants choisissent de quitter la profession. Et je pense qu'il faut comprendre comment le contexte social amène à cette réalité. Alors, ça, c'est la dernière section. Il me reste juste quelques diapositives. Alors, je voulais regarder la notion de l'efficacité et le problème d'équité en éducation. Alors, comme j'ai souligné plus tôt dans la section où on parlait de la compétition, la marchandisation du système scolaire est parmi les outils centraux pour réaliser l'efficacité de notre système éducatif dans une perspective néolibérale et de nouvelle gestion publique. Alors, de nombreuses études sociologiques ont constaté que la marchandisation de notre système scolaire pose un problème très important pour l'équité en éducation. Alors, selon le Conseil supérieur de l'éducation, c'est au Québec que le système éducatif serait le plus inégalitaire au Canada, ce qui peut s'expliquer par une contamination du secteur public par la logique du marché. Alors, le secteur public a besoin de répondre à cette marché scolaire en s'adaptant les programmes pour accueillir différents étudiants et élèves. Euh, et le problème avec cette marchandisation de notre système, c'est que les marchés scolaires donnent à ceux qui possèdent déjà des privilèges et du pouvoir dans notre société la possibilité de jouer le système scolaire pour leur bénéfice. Alors, si on a une capacité d'action, si on a une capacité de choisir, si on a une capacité, les marchés scolaires nous donnent un certain privilège dans ce contexte-là. Euh, c'est ce qui veut dire que les élèves en situation défavorisée ou marginalisée euh, vivent dans ce système marchand dans un désavantage assez marqué. Euh, euh, les marchés scolaires, comment les marchés scolaires vont créer et vont contribuer à ce problème des inégalités à l'école. Alors, les marchés scolaires vont augmenter les inégalités parce qu'ils permettent à la richesse économique des personnes avec des moyens financiers de traduire leur pouvoir social par l'accès à des établissements scolaires élites ou de haute qualité qui vont leur donner des opportunités accrues dans la société. Alors, on appelle ça le consumérisme scolaire. Alors, dans ce contexte, le principe de choix scolaire va masquer le fait qu'en choisissant, avoir le choix scolaire, ça masque la capacité de reproduire les inégalités dans la société québécoise, canadienne aussi, car les riches et les pauvres n'ont pas le même accès aux ressources qui permettront un tel choix. Alors, quand on parle de choix scolaire, ça semble être quelque chose de très, alors oui, c'est bien, c'est juste, mais dans un point de vue de justice, le choix scolaire, la capacité de choisir dans le milieu scolaire, est souvent quelque chose qui va privilégier les personnes avec déjà des moyens financiers dans le système, avec les héritiers, comme on nomme ça dans la littérature sociologique. Euh, et ça nous amène, et je termine avec ce point-là, ça nous amène à voir que, dû à cette marchandisation dans le système scolaire québécois, alors la mise en concurrence entre les établissements scolaires, euh, l'éducation québécoise est maintenant un système qualifié d'un système à deux vitesses, même des fois on parle d'un système à trois vitesses. Alors, à deux vitesses, ça veut dire les personnes qui ont accès à un système privé et les personnes qui ont accès à un système public. Ça va traduire par des opportunités sociales assez différentes. Et quand on parle de trois vitesses, ça veut dire même dans le système public, on a le public enrichi et le public régulier qui va donner aussi une certaine stratification dans la société. Et je pense que cette système à deux ou à trois vitesses, elle aussi, elle est fortement liée à toutes les transformations néolibérales de notre société et de notre système. Alors, pour terminer, je termine ça ici. Dans cette présentation, mon objectif était vraiment de prendre une perspective plus générale pour illustrer comment toute l'expérience en milieu scolaire et toute l'idéologie de l'efficacité transforme pas juste notre société, mais l'expérience en milieu scolaire et peut être reliée à plusieurs de nos problèmes en milieu scolaire aujourd'hui actuel, notamment
l'expérience des enseignants dans le milieu scolaire et les problèmes d'inégalité en milieu scolaire aujourd'hui. Alors, je termine ça ici et voilà